Juan Gomez. Bonjour à tous, bienvenue dans la capitale malienne où se tient jusqu'à ce soir l'autre forum. Des décideurs politiques, des personnalités religieuses, des universitaires et des membres de la société civile sont invités à réfléchir sur l'État, la citoyenneté, les religions et la laïcité au Mali. Le Mali où depuis une décennie, l'influence des imams dans les décisions politiques et dans les questions de société n'a cessé de grandir. On l'a vu, rappelez-vous, lorsque les religieux étaient en première ligne lors du débat sur l'interdiction de l'excision. Ensuite, ils ont réussi à obtenir de l'Assemblée nationale une révision du Code de la famille alors que le texte prévoyait d'accorder les mêmes droits aux hommes qu'aux femmes. Et puis récemment, au mois de juin, au mois de juillet, si les Maliens sont descendus si nombreux dans la rue pour dénoncer la malgouvernance et exiger le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, c'était à l'appel de l'imam Mahmoud Dicko. L'interventionnisme des religieux dans des pays pourtant laïcs, on en parle ce matin et on élargit le débat. Vous êtes dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest ou ailleurs sur le continent. Vos réactions nous intéressent, vos témoignages également. Dites-nous si cet interventionnisme vous semble justifié. Faut-il s'en inquiéter? Quelles en sont les conséquences? Et pour dialoguer avec vous, plusieurs invités. Et justement, l'imam Mahmoud Dicko. Bonjour, imam Mahmoud Dicko. Bonjour. Et merci infiniment d'accepter notre invitation. Ancien président du Haut Conseil islamique malien. Depuis une dizaine d'années, vous êtes au centre de la vie politique et sociale du Mali. Vous mobilisez les foules. On vous a vu en juin, juillet dernier, appeler les Maliens à descendre dans la rue pour exiger la démission de l'ancien président Ibeka. Vous étiez plutôt silencieux ces derniers mois, imam Mahmoud Dicko, mais depuis 10 jours, vous avez publié un manifeste qui fait beaucoup parler de lui, manifeste pour la refondation du Mali, dans lequel vous exprimez votre inquiétude quant à l'avenir du pays. On aura évidemment l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. À mes côtés également, Jean de Dieu Dembélé. Bonjour. Bonjour. Président du Conseil national du laïcat, de la conférence épiscopale du Mali. À vos côtés, Adam Dicko. Bonjour. Bonjour. Entrepreneuse sociale, vous vous présentez comme activiste. Vous êtes la directrice exécutive de l'association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Et je salue Bakary Samb. Bonjour. Bonjour. Directeur de Timbuktu Institute, basé à Dakar et à Niamey, fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique. Avant de passer au standard et de dialoguer avec les auditeurs, pour commencer cette émission, je vais donner la parole à la Benjamine d'entre vous. Oui, vous, Adam Dicko, vous avez 27 ans. Et dites-nous, que vous inspire cette influence grandissante des leaders religieux musulmans ici au Mali? Déjà, il faut reconnaître que le Mali, quand on prend la laïcité en tant que telle, on peut dire que le Mali est un pays laïque et qu'on a des principes de la laïcité qui sont ancrés dans la société, qui constituent des valeurs. Et historiquement, c'est un pays où les religions se sont quand même côtoyées, c'est un pays où l'État et la religion quand même n'ont pas eu de conflit en tant que tel. Mais de plus en plus, l'influence de certains leaders religieux, parce que j'aime toujours relativiser, je ne dirais pas l'ensemble des leaders religieux, mais quand même certains religieux, sur le champ politique. Ceci se témoigne par l'échec de la politique, par l'échec de la gouvernance, parce que nous avons vu que c'est surtout certains hommes politiques qui étaient en manque, je peux dire, de popularité, qui se sont drainés, qui se sont dressés derrière certains leaders religieux pour avoir de l'électorat et ainsi de suite. Et c'est là où l'influence des leaders religieux, de certains leaders religieux, est devenue quand même assez poignant, assez fort. Mais vous diriez que la laïcité est en danger au Mali? Alors, la laïcité, je relativise. La laïcité n'est pas en danger dans le cadre où aujourd'hui chacun pratique sa religion, où il y a la liberté d'exercer une croyance ou pas, la liberté d'appartenir à une croyance ou pas. La laïcité, je peux dire, elle est garantie pour le moment du fait que l'État ne s'immisce pas dans la gestion religieuse, par exemple, des mosquées ou des églises. La laïcité... Mais on voit bien des religieux s'immiscer dans le champ politique. Oui, je viens. Par exemple, aujourd'hui, je peux dire que la laïcité est encore un principe quand nous voyons un peu la neutralité de l'État. Mais la
laïcité peut être mise en danger dans le cadre où on voit l'espace qui est réservé au culte, quand on voit l'espace qui est réservé à la religion, est souvent utilisé pour des fins politiques. Et là, quand je prends un peu la mosquée qui peut être transformée en QG de campagne pour un candidat, là on peut dire que oui, si ça continue dans ce sens, la laïcité peut être en danger. La laïcité peut être en danger dans le sens où certains leaders religieux peuvent avoir la possibilité de s'immiscer dans la gouvernance en proposant même des ministres ou en demandant la démission des ministres. Alors c'est arrivé avec vous, Imam Mahmoud Dicko, de demander la démission de ministre. Je me souviens, un premier ministre qui était sous votre sellette, Imam Dicko. Alors que vous vous réclamez républicain, vous le dites encore dans le dernier manifeste que vous avez publié il y a quelques jours, républicain, et vous dites encore dans ce manifeste reconnaître la forme laïque de l'État. Mais malgré tout, voilà, il vous est arrivé d'exiger la démission d'un premier ministre, par exemple. Merci bien. Le fait de reconnaître la forme républicaine, disons, la laïcité de l'État ne peut pas empêcher à un citoyen de donner son avis par rapport à la gouvernance. Je n'ai pas demandé ça en tant qu'imam, j'ai demandé en tant que citoyen malien. Il y a un problème dans la gouvernance et vous pensez qu'il est interdit pour moi de demander ça? Vous savez, nous sommes dans un pays où on a une constitution, il n'est écrit nulle part qu'un imam ou un prêtre ou quelqu'un d'autre ne peut pas donner son avis par rapport à la gestion de son pays. Ben, je ne sais pas maintenant la définition que vous donnez à la laïcité, je n'en sais rien. Vous parlez d'une laïcité qui est en danger. En danger de quoi? Non, je pose la question, Imam Dicko. Mais écoutez, où est ce danger? C'est parce que l'imam Dicko parle de son pays, il parle de l'avenir de son pays, il est inquiet pour son pays. Pourquoi c'est un danger? Écoutez, vous avez des hommes religieux qui dirigent des pays, qui sont des émirs de croyants. Moi, je vais vous citer Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mais c'est l'émir de croyants. C'est l'émir de croyants. C'est lui qui dirige son pays. Mais ce pays-là, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'est pas respecté des minorités religieuses, et puis de la liberté et de la tolérance. Aujourd'hui, le Maroc est cité un exemple de par le monde. Ça n'a pas empêché au souverain d'être le commandeur de croyants. Alors où est le problème? Alors vous savez quoi, on va en parler, en débattre avec les auditeurs tout au long de cette émission. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Abderrahmane. Bonjour. Bonjour. À Bamako, dans la capitale malienne. Nous vous écoutons avec les invités. En fait, moi, j'ai vraiment un problème avec l'implication des religieux au niveau de la scène politique, pour plusieurs raisons. J'ai entendu tout à l'heure mon père, Mahmoud Dicko, parler en tant que citoyen, et je me dis que ça pose un réel problème de conflit d'intérêts. Tantôt, on peut parler en tant que citoyen de son pays, mais on parle aussi souvent en tant que chef religieux ou même homme politique. Mais ma question, ma grosse inquiétude, par rapport à l'implication des religieux sur la scène politique, c'est que la religion est basée sur un dogme et des préceptes quand même qui datent et qui ne bougent pas, qui n'évoluent pas. Alors que la société évolue. Notre vie sociale, elle évolue, nous faisons face à des défis nouveaux, à des genres d'activités, à d'autres choses, à des besoins nouveaux de la population. Je vais prendre juste très rapidement quelques exemples sur lesquels, effectivement, la religion, pour moi, ne tranche pas. Quand on prend le respect du genre, l'accès, l'égalité, l'accès à l'éducation, l'accès aux services sociaux de base pour tous, parce qu'en fait, quand je dis tous, c'est pour tous les citoyens, que ce soit les malades. Quand je prends vous savez quoi, il y a beaucoup d'exemples, je l'entends, Abderrahmane, Imam Mahmoud Dicko vous écoute, et j'imagine, Abderrahmane, que vous faisiez référence par exemple au code de la famille, que les autorités ont voulu à un moment donné réformer pour que les hommes et les femmes aient les mêmes droits. Je me souviens, Imam Dicko, vous étiez en première ligne pour manifester votre opposition à cette réforme du code de la famille, par exemple. Mais écoutez, ce n'est pas l'imam Dicko qui s'oppose, c'est le peuple malien dans sa majorité qui s'oppose. Mais vous avez rassemblé des dizaines et des dizaines de milliers de personnes au stade de Bamako. J'ai entendu M. Abderrahmane parler de soins de santé, d'accès à l'éducation. Mais quelle est cette religion qui vous empêche à des femmes ou à des filles? Moi qui parle, j'ai des filles qui ont fait l'université, qui continuent à fréquenter l'université. Donc ce n'est pas la religion qui va empêcher nos sociétés d'évoluer. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais cette catastrophique gouvernance que nous avions, ce n'est pas la faute de la religion. Pas du tout. Pas du tout. Combien de temps les hommes politiques ont l'attitude de gérer ce pays? Ça fait 60 ans qu'on l'a. Mais s'ils avaient bien géré, est-ce qu'on allait
faire recours à un religieux ou à quelqu'un d'autre. Et puis moi, je ne suis pas impliqué parce que je suis religieux. Je dis bien que je suis un citoyen. Je n'ai pas de statut. Adam Dicot, et après je donne la parole à d'autres auditeurs. Est-ce que vous avez l'impression effectivement que, à cause de certains religieux, et là on ne cite personne, on ne nomme personne, mais à cause de certains religieux, le droit des femmes n'avance pas dans ce pays? Alors, vous savez, au Mali, il va être très difficile de dissocier le religieux du citoyen. Un individu qui porte le statut ou qui porte le titre de leader religieux peut s'opposer à certaines pratiques ou à certaines politiques qui, selon lui, selon sa personne, ça ne passe pas, mais ça se transforme en religieux qui s'oppose. Et du coup, ça ramène à la question si les religieux ne s'opposent pas à ce que certaines lois qui favorisent l'émancipation, qui favorise la participation des filles dans le développement, ne constitue pas un danger. Je prends l'exemple du code, disons pas le code de l'avant-projet sur les VVG. Cet avant-projet, les violences basées sur le genre. Les violences basées sur un projet de loi. Voilà, qui a été un projet de loi sur les violences faites aux femmes. Faites aux femmes. Donc nous avons vu carrément un leader religieux qui s'est opposé Chérif Donuro, pour le citer. à ce projet de loi, et jusqu'à ce qui a demandé la démission de la ministre qui a proposé ce projet de loi, qui est porteur de ce projet de loi, et qui a même dit qu'il suspend son soutien à la transition tant que cette dame fait partie de et on a vu le gouvernement rétropédaler. Vous savez quoi, cette question, elle sera abordée un tout petit peu plus tard. Il y a une auditrice qui souhaite justement nous interpeller sur cette problématique. Je voudrais qu'on passe au standard, le temps passerait très vite. Amadou, bonjour. Oui, bonjour Juan. Bonjour, nous vous écoutons, soyez le bienvenu. Vous êtes également à Bamako. Je pense que, comme l'imam l'a dit, il est citoyen, il a le droit de participer à la vie politique de son pays. Comme tout autre, comme tous les politiciens, il a le droit d'émettre un avis sur une politique publique. Je ne vois pas pourquoi on diabolise cette question de l'intrusion des religieux dans la vie politique. Moi, je ne vois pas de ça un drame. Quand un texte de loi ou bien un projet de loi est en opposition avec nos valeurs, ce n'est pas seulement l'imam qui peut s'opposer. Tous les citoyens peuvent s'opposer. On a vu même aux États-Unis, il y a déjà, même dans les civilisations occidentales, dans les sociétés occidentales, il y en a qui s'opposent à l'avortement aujourd'hui, alors que certains pensent que c'est un droit. Amadou, Jean de Dieu Dembélé de la conférence épiscopale vous écoute, et c'est vrai qu'on ne vous a pas encore donné le micro RFI. Jean de Dieu Dembélé, comment vous, en tant que catholique et chrétien, les chrétiens qui représentent, c'est ce qu'on dit, 5% de la population malienne, comment vous vivez ce débat? D'abord, je me situe comme malien, comme citoyen, chrétien, catholique. La question de la citoyenneté, pour moi, c'est elle qui est centrale. Moi, je ne me situe pas en termes de pourcentage de représentation. Je suis citoyen à part entière. Maintenant, mon souci, c'est que il y a des problèmes dans nos sociétés. Il faut qu'on ait le courage de regarder notre vie en face. Est-ce que le bien commun, est-ce que la société les gens sont en train de vivre de manière heureuse? Et quand on parle de l'intrusion, comme on le dit, intrusion, comme si il y avait une sphère des religieux ou des personnes qui croient, parce que ça va jusque-là, parce que c'est comme si il suffit d'appartenir à une religion, de pratiquer une religion, pour que vous soyez dans une sphère différente de l'autre sphère qu'on va appeler la sphère des politiques ou des politiciens, comme si on peut ainsi le dire. Mais quand on parle de l'émission des religieux, qui les a impliqués? Alors, si vous posez la question, vous avez la réponse, j'imagine. Oui, alors, parce que chaque fois qu'il y a des questions graves... Répondez à ma question, Jean de Dieu Dembélé. Mais c'est ceux qui sont censés nous diriger, les gouvernants. Donc ceux la qui classe politique. Oui, c'est eux, face à des déficits, à des difficultés dans la société, à qui on fait appel? Quand des syndicats vont en grève, à qui on fait appel pour parler? Quand des élèves ne vont pas en classe, à qui on appelle? Parfois, je me suis même dit, parfois les religieux, ils ont prêté trop le flanc, et que ce que d'autres devraient faire ne le font pas, et eux ils sont tous les jours en train de faire le travail des autres, et après on dit ils s'immiscent dans le champ politique. Moi je suis vraiment désolé. D'accord. Ibrahim est à Dakar au Sénégal, il souhaite réagir et participer à cette émission. Bonjour Ibrahim. Oui, bonjour Juan, bienvenue à Dakar. Merci de nous accueillir dans la capitale sénégalaise. Vous disiez au Standard qu'au Sénégal, les politiques se servent des religieux et les religieux se servent des politiques. Oui, parce que vous savez, au Sénégal, nous avons les confréries sont
si vous voulez, l'interface et c'est des modérateurs lorsqu'on les prend dans le sens intrinsèque du terme. Mais au fil du temps, nous avons vu les politiciens se servir des religieux parce que ces religieux, ils ont derrière eux des affidés et qui répondent à tous leurs désirata. Mais il y a un problème qui se pose. C'est que le politicien fait de ces gens-là le bétail électoral et qui est monnayé par certaines stations que le politique peut avoir, par exemple, passeport diplomatique, par exemple, entrer dans certains endroits, etc. Mais si vous prenez le religieux en tant que tel ici au Sénégal, c'est des modérateurs. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui le rempart même contre l'intégrisme, contre beaucoup de choses, et c'est des gens qui sont vraiment bien tolérés dans la société sénégalaise. Mais c'est le politique qui est devenu un prostitué, parce que non seulement il exploite le marabout, mais il exploite aussi les affidés du marabout. Ouais, voilà et il y a eu quelques exemples bien précis qui ont défrayé la chronique au Sénégal. Bakary Samb, merci d'être avec nous. Je souligne que vous enseignez à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Le Sénégal est une république laïque, c'est inscrit dans la Constitution, mais c'est un fait, la société sénégalaise repose sur les confréries religieuses. Oui, Juan, comme vous dites, le Sénégal est laïque dans sa constitution, comme l'ensemble des pays francophones d'ailleurs de l'Afrique de l'Ouest qui ont hérité de cette laïcité, mais qui ont su l'adapter à leur réalité. Vous savez, je dis très souvent que en Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas une laïcité de combat comparée à la France, dont la laïcité est issue d'un processus historique qui en a fait une laïcité de combat. Alors que chez nous, la religion n'a jamais été un facteur de déstructuration, mais un facteur de cohésion sociale. Ceci est dû à cette laïcité de consensus construit autour de contrats sociaux. On parle du contrat social sénégalais. Mais nous pouvons remarquer que le Sénégal n'échappe pas à ces dérives que l'on voit ailleurs, où cette accointance entre les pouvoirs politiques et religieux mène quelquefois à des contradictions et à des incohérences dans la gestion du religieux. Et là, nos sociétés en Afrique de l'Ouest sont désormais confrontées à un dilemme. Ce sont des pays laïques, mais qui doivent maintenant gérer le religieux, produire une gouvernance du religieux. Et sur ce point précis, ils ont du mal à le faire par l'incohérence des politiques, les contradictions des élites politiques qui font de la manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques, mais aussi de plus en plus de religieux qui pensent que, au-delà d'être un citoyen, véritablement, il devrait peser assez lourdement sur la destinée de ces pays-là. Imam Mahmoud Dicko, on entend, et j'entends beaucoup d'auditeurs me dire hors antenne, si nous croyons aujourd'hui davantage dans les imams, dans les leaders religieux, c'est parce que finalement la classe politique a failli. On fait plus confiance aux imams qu'aux hommes politiques. Voilà ce qu'on entend dans les rues de Bamako. Ça vous surprend ou pas? Ça ne doit pas me surprendre. La faillite politique donne lieu à la faillite de l'État. La faillite de l'État aujourd'hui s'explique par la faillite politique de notre pays. Nous avons des éminentes personnalités, des politiques de gens respectueux, c'est vrai, mais il y a des difficultés. Et aujourd'hui, c'est pour cela que je fais ce manifeste-là. Je pense aujourd'hui qu'il est temps que les Maliens se mettent ensemble. Parce que unis, nous pouvons relever tous les défis, mais désunis, nous serons vulnérables et tout est possible. Et aujourd'hui, seul un religieux peut tenir ce genre de discours. Il n'y a pas d'autre personne au sein de la société civile malienne qu'un imam pour se poser comme le rassembleur. Mais pourquoi ça vous gêne que non, ça soit ça ne me imam gêne pas, je pose la question. Cet imam-là est issu de cette société, que ce soit un imam, un évêque, un cardinal, un prêtre, ça n'a pas de sens. Pourvu que ça soit un citoyen malien. Vous savez, des religieux ont joué vraiment beaucoup de rôles ici. Ils ont pesé de tout leur poids ici pour l'avènement même de la démocratie malienne. Les démocrates le savent. Je voulais quand même revenir sur... on a cité le nom du shérif de Nioro. Oui. Vous savez quoi, on va en parler juste après le journal, parce qu'on a une auditrice qui souhaite revenir sur cette polémique autour de cette loi, de cet avant-projet de loi sur les violences faites aux femmes. On marque une pause, on va retrouver la rédaction à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin et nous revenons évidemment dans 10 minutes avec nos invités et vos réactions. À tout de suite.
De retour dans la capitale malienne à l'occasion de la première édition de l'autre forum de Bamako, nous débattons de l'interventionnisme des religieux musulmans ou catholiques dans la vie politique et sociale. Ici au Mali, c'est une réalité. Vous nous écoutez ailleurs sur le continent, vos témoignages également nous intéressent. Vous nous rejoignez, faites-nous part de vos réactions, de vos témoignages. À mes côtés, pour dialoguer avec vous, l'imam Mahmoud Dicko, Jean de Dieu Dembélé de la conférence épiscopale du Mali, Adam Dicko de l'association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, et toujours avec nous également Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute et fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique. Juste avant le journal, imam Mahmoud Dicko, vous faisiez référence à cette polémique qui secoue le monde politique depuis quelques semaines ici au Mali, le fait que l'influent shérif de Nuro réclame le départ de la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il lui est reproché à cette ministre Bintou Founé Samaké d'avoir tenté de réintroduire l'avant-projet de loi sur les violences basées sur le genre, un projet de loi notamment sur les violences faites aux femmes. Vous souhaitiez en parler, imam Dicko. Il se trouve que Khadija, qui est malienne, qui est en ce moment à Paris où elle fait ses études, souhaite également réagir à cette thématique. Bonjour Khadija. Bonjour Anne. Nous vous écoutons, soyez la bienvenue. Merci. Moi, je trouve, j'ai effectivement constaté ce qui se passe, la polémique qui se passe aujourd'hui entre la ministre de la promotion de la femme et le shérif. Et en réalité, ce que je déplore et ce que je constate, c'est qu'il y a juste un manque de communication, et c'est dommage parce que ce manque de communication-là pénalise 45% des femmes maliennes de 15 à 49 ans qui sont victimes de féminicide. Et ça, c'est juste dommage que malentendu ou une impression de ne pas être inclus dans le processus législatif, une perception de ne pas être inclus dans le processus législatif pénalise toutes ces femmes. La religion, je suis musulmane, et la religion protège en principe les femmes et les filles, et c'est tout ce qu'on demande en réalité. Et je trouve assez dommage que cela ne soit pas le cas, ou qu'il n'y ait pas un cadre qui permette à tout le monde, à tout un chacun de s'écouter. C'est-à-dire que vous souhaiteriez, par exemple, que le gouvernement et les députés, au moment de discuter autour de cet avant-projet de loi, consultent les religieux, qu'il y ait un dialogue en amont. Peut-être oui. Je sais que en réalité, ce qui est assez dommage avec ce qui s'est passé avec cette loi, c'est que c'est au niveau d'un forum. La loi était juste un avant-projet de loi proposé par la société civile, par une association. Et on était encore au niveau de la discussion. La ministre l'avait pas encore introduit à l'Assemblée nationale. Donc ça, déjà, c'est un problème. Ensuite, à l'Assemblée nationale, il me semble, il y a un processus d'écoute avant d'adopter une loi, et peut-être que dans ce processus d'écoute-là, on peut inclure les religieux, je sais pas, mais qu'il faut, en tout cas, c'est sûr, qu'il faut un cadre permettant à tout un chacun de donner leur avis. Imam Mahmoud Dicko, personnellement, qu'est-ce qui vous choque dans le texte, en quoi il va à l'encontre de vos valeurs? Elle est ministre de la République du Mali, on la respecte en tant que telle, mais elle ne peut pas nous imposer des lois. Ce n'est pas son droit de nous imposer des lois. Mais par exemple, vous me contredisez, si je me trompe, j'ai cru comprendre qu'à l'heure actuelle, il n'y avait aucune loi qui protégeait les femmes contre les violences au Mali. Mais pourquoi les gens pensent que nous, on va s'opposer à une loi qui protège les femmes contre la violence? Mais toutes les lois religieuses protègent la femme contre la violence. La question n'est pas là. La question, c'est la manière. Parce que c'est de façon catimini qu'ils ont cherché à élaborer ce projet de loi et puis l'amener. Ça ne se passe pas comme ça. Adam Dicko vous écoute et elle souhaite réagir. Oui, je pense qu'à ce stade, comme Khadija le disait, à ce stade, il n'est pas encore dit qu'il faut associer tout le monde, il faut consulter tout le monde. Ce n'est qu'un projet de loi qui a été proposé, et c'est quand ça va arriver au niveau de l'Assemblée, là maintenant que la discussion est ouverte. Et l'autre chose, puisque l'imam même est revenu là-dessus, quand nous prenons notre constitution, quand nous prenons l'architecture même de notre pays, il n'y a pas une place qui est réservée à l'imam ou une place qui est réservée aux religieux, où il faut associer le religieux à la discussion à ce stade. Mais il y
y a quand même des aspects qui sont pris en compte pour associer le peuple à la rédaction, à l'adoption des politiques, et ça passe par l'Assemblée. Alors, je voudrais qu'on écoute Bakary Samb dans un instant, on va lui donner la parole, mais Maurice est à Cotonou, et lui aussi, voilà un pays, le Bénin, où l'Église a joué un rôle très important dans la mise en place du multipartisme. Bonjour Maurice. Bonjour Juan. Nous vous écoutons, soyez le bienvenu. Merci mon frère. Et je dois vous dire, ce qui légitime l'intervention de religieux dans la politique, c'est selon moi deux raisons. La première, c'est que les religions ou les religieux font partie intégrante de la société. C'est des citoyens à part entière. Et en tant que tels, ils ont le droit d'intervenir dans les questions sociales. Et la politique est une question éminemment sociale. Deuxième raison, c'est que lorsque les politiques, ceux qui se disent politique pure et dure, lorsqu'ils mélangent les choses et que tout va mal, et que les populations sont aux abois, c'est vers les religions, c'est vers l'Église que les populations désemparées se tournent. Donc on ne peut pas dénier aux religieux le droit d'intervenir en politique, surtout en tant que citoyen, ensuite en tant qu'autorité morale. Oui. Jean de Dieu Dembélé, vous représentez la conférence épiscopale du Mali ici dans ce studio. Est-ce la place des évêques que d'intervenir dans un débat politique, d'être critique, de dénoncer la corruption, de dire attention, les listes électorales ne seront pas prêtes, attention, la biométrie il risque d'y avoir fraude. Est-ce la place des évêques? Je pense que c'est le rôle de l'Église d'attirer l'attention dans une société démocratique quand les règles du jeu ne sont plus sincères. Parce que ce n'est pas l'Église qui a demandé à la société de faire la démocratie. Le Mali, par exemple, est un pays démocratique. Ce sont les politiques qui ont organisé la démocratie et on a dit on va faire des partis politiques, on va faire des élections, on va faire des CENI, des gens vont voter, ils vont aller dans l'urne, personne ne saura qu'est-ce qu'on a voté, Ce n'est pas l'Église qui a dit ça. Alors maintenant, on peut reprocher justement aux évêques de jouer le jeu de l'opposition. Voilà, c'est là où il y a c'est une subtilité. Parce que quand on accepte que l'Église fasse l'observation des élections ou toute autre confession, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à ce que l'Église puisse légitimer un résultat. Alors si on me demande de légitimer un résultat en tant que religieux et que j'ai eu les preuves tangibles que quelqu'un a triché, alors je suis obligé, face à cette société, c'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour les Maliens, je suis obligé de dire qu'on a triché. Et de manière claire, sans ambiguïté. Oui. Bakary Samb, comment expliquez-vous que les leaders religieux, mais qu'ils soient chrétiens et musulmans, soient aussi influents et autant d'impact aujourd'hui? On a cet auditeur du Bénin qui dit il faut que les leaders religieux participent au débat politique lorsque ça va mal. Oui, merci Juan, mais je crois que là où je rejoins un petit peu l'imam Dicko, je crois que aujourd'hui ils sont très influents, comme il le dit, avec la faillite du politique. Lorsque le politique faillit, c'est le religieux qui prend la place, et que les marchands d'illusions, ceux qui exploitent les périodes d'angoisse existentielle, ce sont les religieux, parce qu'ils en ont la capacité. Mais moi, je dirais c'est presque un appel à l'imam Dicko. Je pense qu'il a un poids aujourd'hui très important au Mali et dans le Sahel. Mais pourquoi l'énergie est plutôt vers l'installation de CMAS, l'installation de cellules en vue d'élections, etc., pour peser politiquement? Est-ce que c'est le pouvoir, ou faudrait-il qu'il oriente un petit peu son action vers d'autres comme similaires à celle de la chef de Douala, par exemple, pour les médiations, la question Monseigneur Ouana en RCI en Côte d'Ivoire, et puis la plateforme interconfessionnelle. Voilà des religieux engagés pour la médiation, etc. Parce que vous avez l'impression, Bakary Samb, que Mahmoud Dicko se mobilise et avec des arrière-pensées politiques. On a beaucoup parlé d'un agenda caché ces derniers jours. Ça lui fait beaucoup sourire. On va lui donner la parole. On vous donne la parole dans un instant, Imam Mahmoud Dicko. Mais Bakary Samb, c'est le sentiment que vous avez, vous? Oui, Juan, parce que en fait, il a une énergie constructive. Il est très influent dans ce pays. Mais on voit des évêques
et des leaders religieux engagés dans d'autres pays qui mobilisent leurs énergies pour les réconciliations, pour le dialogue national, inclusif, etc., sans être dans une démarche de construction politique. Alors, vous savez quoi, l'imam Mahmoud Dicko, qui vous écoute attentivement, va vous répondre. Mais cette énergie, je l'ai dépensée en médiation de tout le temps. Depuis 91 jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Il n'y a pas eu de problèmes sociaux dans lesquels je ne me suis pas impliqué. J'ai accepté de jouer le bon office pour aller dans le nord du Mali, installer le gouverneur qui est là-bas, pour chercher à vraiment à prendre langue avec ceux qui sont dans le centre du Mali, à parler avec eux. Mais je ne peux pas le décider soit seul. Si je ne suis pas accompagné par les politiques et le dirigeant de ce pays, moi seul qui est taxé de quelqu'un qui a un agenda caché, parce que toujours caché, moi je ne cache pas un agenda. Oui. Je suis pas homme à cacher quelque chose. Mais en même temps, ce manifeste publié à ce moment précis, à un an de des élections... Ça veut dire que je ne cache rien. Je ne suis pas homme à cacher quelque chose. Si je cachais, je n'allais pas faire sortir. Permettez-moi de vous poser une question, alors, puisqu'on parle d'agenda caché. Vous dites, moi je suis prêt à tout, à contribuer à la réconciliation, mais ce sont les Maliens qui doivent le faire. Si les Maliens vous demandent d'être candidat à l'élection présidentielle dans un an, si ce sont eux qui vous le demandent. Ben écoutez, vous voulez vraiment prendre ça de ma langue. Je suis journaliste, je pose des questions. Non, écoutez, on n'est pas encore à ce niveau. L'échéant, c'est trop loin. Voilà. Donc je ne dirai rien par rapport à ça. Ce que je dis, je l'ai dit. Je n'ai pas d'agenda caché, je n'ai pas d'ambition personnelle, je l'ai dit. Mais c'est pas moi qui ai écrit mon destin. Je ne sais pas ce que je vais être et ce que je dois venir. Je suis un croyant. Mais quand même, moi, cette énergie-là, je l'ai dépensée pour le Mali et je suis prêt encore à le faire. C'est ce qui explique le manifeste. Je suis aujourd'hui certain que si les Maliens ne se mettent pas ensemble, unis, pour chercher vraiment à relever le défi, mais ça ne marchera pas. Donc c'est pour cela que je parlais de pacte républicain. Oui. Il faut taire tout ce qu'on a comme contradiction aujourd'hui pour qu'on se mette ensemble, Bintou Founé, Mahmoud Dicko, et tout le monde, qu'on vienne, malgré nos contradictions, on se mette ensemble d'abord pour sauver le Mali. Alors, on repasse au standard, ce sera certainement le dernier auditeur de cette émission, le temps passe très vite. Abou Karim, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe. À Dakar, au Sénégal, et vous disiez au standard, on a beau se dire laïque, dans les faits c'est impossible. Oui, quelque part, on a beau se dire laïque, c'est vrai, c'est impossible. Parce que tout simplement, il y a une certaine complémentarité, je dirais, entre le laïque et les religieux, surtout. Et ça, nous l'avons hérité, nous, au Sénégal, disons, de l'époque coloniale. C'est qu'il y a de bons effets puisque ça fait une certaine harmonie, une certaine stabilité dans ce pays. Le fait qu'il y ait une interconnexion entre le politique et le religieux, ça fait que le Sénégal est stable parce que la plupart des confréries qui sont là, elles sont toutes, disons, d'obédience, je dirais, soufis. Oui, mais avec des chefs, excusez-moi, de confréries qui, au moment des élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles, appellent leurs fidèles à voter pour un tel ou un tel. Est-ce le rôle des religieux? C'est pour ça que, je continue mon raisonnement parce que le raisonnement est clair. Quand il y a des élections présidentielles, tous les candidats, je dis bien tous, que ce soit celui de la majorité ou ceux de la majorité ou ceux de l'opposition, tous, je dis bien tous, sans exception, vont voir tous les chefs religieux un à un pour demander d'abord leur bénédiction, ensuite écouter leurs doléances, leur faire des avantages, quelque part faire un appel du pied pour que les adeptes de ces confréries votent pour tel. Effectivement, voilà. Et c'est récurrent et on le voit à chaque élection au Sénégal. Bakary Samb, le Sénégal, que vous connaissez évidemment très très bien, finalement ce que font aujourd'hui les religieux, les hommes politiques, et je vous cite dans un de vos ouvrages, c'est dû à l'héritage de l'époque coloniale. Donc en quelque sorte, les Français en sont responsables. Oui, le général de Gaulle, pour le référendum de 58, s'est appuyé sur les deux confréries principales pour obtenir le oui du Sénégal pour rester dans la communauté franco-africaine. Mais je veux dire que ça a été hérité
de la période coloniale, mais l'élite politique actuelle a une certaine responsabilité et finira tôt ou tard par entrer dans le piège dans lequel les politiques maliens, par exemple, sont entrés. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un combattait une loi votée par l'Assemblée nationale, le président qui était présent au stade de Bamako aux côtés de l'imam Dicko s'est retrouvé lui-même combattu par ce même imam Dicko. On dit chez nous que celui c'est souvent l'éleveur du bélier qui reçoit les premiers coups de corne. Je pense que ces inconséquences doivent être aujourd'hui mises à nu et que véritablement, je ne dis pas que le religieux n'a pas sa place dans nos sociétés, mais que le religieux doit venir en appoint dans le cadre de la cohésion sociale, mais aussi dans la gestion des urgences des populations, parce que ces religieux, en définitive, bénéficient de ce monopole de la parole sacrée. Écoutez, donc cette parole ne doit pas être dilapidée dans une forme de politisation ou d'agenda caché. Merci beaucoup, Bakary Samb, de cette expertise. Je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute. Adam Dicko, qu'avez-vous envie de dire pour conclure? Alors, déjà, il est important de dissocier le religieux de la religion. C'est-à-dire, le religieux peut se tromper. La religion, elle est intacte. Donc, il est important de le comprendre. L'autre chose, c'est que le religieux a un rôle à jouer dans notre société qui a un rôle de régulateur, qui a un rôle de médiation, qui a un rôle de concilier. Donc, si l'espace qui est réservé à cela, cet espace est instrumentalisé par des politiques ou par des politiciens, ça devient dangereux pour la société. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Vous avez eu l'impression que dans votre pays, ici au Mali, la ligne rouge a failli être franchie? Oui, dans le sens où dans les mosquées, on a quand même pu appeler les gens à voter pour un tel ou à voter pour un tel, parce que pour moi, derrière l'imam, il y a des partisans de X et les partisans de Y. Donc, si l'imam est porteur d'un message pour favoriser un candidat sur un autre, on est en train d'utiliser un espace dédié à la religion pour des fins politiques. C'est là où ça devient dangereux. Adam Dicko, directrice exécutive de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Jean de Dieu Dembélé de la conférence épiscopale du Mali. Si je rebondis sur ce qu'elle dit, il y a nécessité aujourd'hui de réhabiliter la politique. Il faut réhabiliter la politique. Comme on parle de refonder le Mali, on ne peut pas refonder le Mali si on ne réhabilite pas la politique, c'est-à-dire on lui donne son sens réel. Et que, effectivement, c'est ça qui devrait être en ce moment le rôle des religieux, c'est de permettre en ce moment à leurs membres de vraiment cultiver ce code de l'honneur. Parce que, en fait, ce sont les élections qui ont mis à nu que nous étions dans un marché de dupes. Imam Mahmoud Dicko, vous dites dans le manifeste publié il y a 10 jours, il faut un pacte républicain entre tous les acteurs maliens, contribuer à restaurer l'autorité de l'État. Vous êtes prêt à aller à la rencontre de tous les Maliens? Absolument. Y compris de la classe politique dans son ensemble? Mais à tout le monde, la classe politique est composée de mes frères, de sœurs, de gens avec lesquels je partage beaucoup de valeurs. Vous avez été contacté par la classe politique depuis la publication du manifeste? Votre téléphone sonne beaucoup. Mais je ne vous dirai pas cela. Je vous dirai tout simplement que moi, je vais y aller et rencontrer tout le monde. Oui. Et pour le Mali, je le ferai. Pour mon pays, je le ferai. J'ai vraiment aimé l'intervention de quelqu'un du Sénégal qui a dit, bon, il est difficile, on se croit laïque, mais en réalité, on ne l'est pas ensemble. Je l'ai dit, c'est très difficile de dissocier ces choses-là. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui représente la religion chrétienne de par le monde, qui est le pape. Le pape, le rôle qu'il a, c'est un chef d'État. Oui, c'est un chef d'État, effectivement. Le chef de l'État, c'est quoi? C'est politique. Alors, il est pape, il est chef de l'État. Il a des ambassadeurs, il a des émissaires, il a tout. Mais ça ne choque personne. Pourquoi? Puisque je suis imam, on pense que je dépense mon énergie pour faire ceci, pour faire cela. Non, il faut dire à Bakary Samb d'être sérieux. Merci beaucoup. Merci bien. Imam Mahmoud Dicko d'avoir été avec nous, également avec Jean de Dieu Dembélé, Bakary Samb et Adam Dicko.